cette fois, on va faire le petit book haul du mois de juillet. Petit à petit, je rattrape un petit peu mes retards dans les book hauls. Alors, je dis petit parce que ce mois-ci, il y avait 7 livres. Pour certains, c'est pas beaucoup. Pour d'autres, c'est déjà beaucoup. Encore une fois, c'est tous des achats que je fais moi. Je n'ai pas de service presse, je n'ai pas de cadeau. Je pense que 7, c'est déjà pas mal. Et j'ai essayé de réfréner un petit peu pendant l'été en sachant que en fin d'année, il allait y avoir les impôts et que gentiment, à ce moment-là, De Saxus commençait à nous annoncer des sorties sur lesquelles j'avais commencé les collections en relié et que je voulais continuer en relié. Donc je me suis dit, laissons un peu d'argent de côté sur le compte pour les De Saxus le moment venu. Alors le premier livre que j'ai pris, un petit poche, My Favorite Half Night Stand de Christina Loren, que je n'ai pas encore lu pour le coup celui-là. Et les mots-clés sont New Romance, humour, amour, sex friends, meilleur ami, site de rencontre. Alors si je me souviens bien, oui, on est avec un site de rencontre. Hein. Une comédie tordante sur les rencontres en ligne et leurs si nombreux loupés. Millie Morris a toujours été un garçon manqué. Professeure à l'université de Santa Barbara, experte dans l'art de dissimuler ses sentiments, elle est, comme ses 4 meilleurs amis et collègues de la fac, une célibataire endurcie. Ce petit cercle conclut un pacte. Ils s'inscriront sur des implications de rencontres pour se dégoter le cavalier idéal à l'occasion d'une soirée de gala. Le hic, Millie est l'un des membres de la bande, Red Campbell, son meilleur ami strictement platonique. Vivent en secret la plus sexy des aventures sans le débat de leur vie. Les rencontres en ligne ne sont pas faites pour les petites natures. Millie ne récoltant que des messages louches et des dick pics, des photos d'un certain attribut masculin, se lance alors avec Red sous l'identité de Catherine, son alter ego fictionnel dans une correspondance digitale enivrée, bien incapable de résister à la tentation. En ligne, pas plus que dans la vie réelle, elle va devoir affronter ce qu'elle redoute le plus, une relation intime ou risquer de perdre définitivement son meilleur ami. Et comédie romantique 2 sur 3 au niveau des petits personnages. Donc ça a l'air d'être assez marrant. Pour l'instant, j'ai lu qu'un seul Christina Loren récemment, qui était l'Antilune de miel. Donc ce sera l'occasion de découvrir un deuxième. Ma mamie l'a lu par contre, elle l'a bien aimé, même si elle a préféré l'Antilune de miel pour sa part. Oui, j'ai une maman et une mamie très moderne qui lisent mes livres. Voilà, je fais office de bibliothèque municipale à quelque part. Hein. Même aussi pour mes amis. Hein. J'ai Marie, coucou Marie si tu passes par là. Je lui envoie petit à petit les afters à l'autre bout de la France par voie postale. J'envoie des fois des colis à ma mamie via mon gel relais. Ou quand elle vient. Là, dernièrement, elle est venue l'autre semaine, donc elle a fini celui-là qu'elle a commencé cet été. Elle a lu du Emma Green aussi. Voilà. Et ma mère lit autant les romances que le fantastique fantasy. Ma mamie, non, elle ne lit pas de fantastique et de fantasy, mais voilà. Je fais office de bibliothèque pour les potes, pour la famille. Ça ne me dérange pas. Donc, apparemment, il est très sympa, celui-là. Ça, c'était le premier. Le deuxième, Hadès et Perséphone, le tome 3 de Scarlett Sinclair, qui est déjà lu. La chronique viendra, je ne sais pas quand, vu le retard que j'ai dans mes chroniques. Encore une fois, j'ai cette chance de me souvenir de quoi parlent les livres, ce que j'ai ressenti sur les personnages, sur l'histoire, donc ça, c'est pas un problème. Alors, dans Hadès et Perséphone, tome 3 de Scarlett Sinclair, on suit Perséphone, jeune déesse du printemps, qui a été cachée par sa mère depuis sa naissance. Elle a même été, au-delà d'être cachée, emprisonnée, un peu séquestrée par sa mère. Et notre jeune déesse a malheureusement un problème. Elle est la déesse du printemps, mais elle ne sait pas faire pousser des fleurs. Quand elle touche des fleurs, elle meurt. Et lors du premier tome, elle est enfin libre de sa mère. Elles ont fait un deal et elle peut évoluer dans le monde des mortels. Dans cet univers, les dieux et les déesses ont des discothèques, ont des magasins de vêtements, etc. Bref, ils ont tout un business dans le monde des humains. Ils vont à des événements où il y a les humains, etc. Sauf Hadès, qui est quand même un peu moins mondain que les autres. Et en fait, Perséphone, elle ne veut pas être une demi-déesse, une déesse, enfin, elle veut être humaine. Voilà, c'est son souhait. Et les dieux peuvent se cacher grâce à des charmes.
Alors en l'occurrence, Perséphone étant nulle dans le tome 1 avec ses charmes et ses talents, puisque voilà, elle ne sait pas utiliser ses dons, elle a l'impression qu'elle n'en a pas, c'est sa maman qui lui a fait un charme pour qu'elle passe pour une humaine, parce que dans cet univers, tous les dieux et déesses ont des cornes de gazelle, des cornes de, je sais pas moi, de taureau, des cornes de chèvre, donc on sait que c'est des dieux, mais ils peuvent mettre un charme et ils paraissent un peu plus humains. C'est ce qu'a fait la maman de Perséphone, elle lui a fait un charme pour qu'elle paraisse humaine. C'était leur deal et elle va étudier à l'université. Elle s'est fait une meilleure amie et c'est cette meilleure amie qui lui dit un soir, allez, on va dans la boîte d'Hadès, la boîte de nuit d'Hadès. Perséphone n'a pas vraiment l'envie, puis elle finit par céder, aller faire un peu la fête avec sa meilleure amie. Sauf qu'au cours de la soirée, elle va finir par se retrouver dans la partie poker. Elle ne connaît rien au poker, elle a été aiguillée par une des personnes d'Hadès qui choisit les clients, ou que Hadès lui dit depuis sa zone, tu vas chercher tel client et tu lui dis qu'il peut venir jouer au poker. Donc Perséphone, elle est acceptée dans cette zone, elle ne connaît pas le poker, elle est intriguée, elle décide de jouer au poker avec un gugus, qui lui apprend les règles, qui décide de jouer avec elle, et en l'occurrence, elle ne sait pas à ce moment-là que c'est Hadès en personne. Et Hadès, quand il joue aux parties de poker, il mise toujours quelque chose. Par exemple, vous allez voir Hadès. Si vous avez un enfant qui est malade, qui va mourir, vous pouvez aller voir Hadès. Et vous pouvez lui dire, voilà, mon fils va mourir, je veux troquer ma vie contre la sienne, par exemple. Et du coup, ils font un pari, enfin voilà, ils jouent au poker. Si la personne gagne, l'enfant n'ira pas en enfer. Par contre, si la personne perd, eh bien l'enfant, l'enfant va mourir quand même. Et peut-être la personne ira aussi en enfer. C'est pareil avec les drogués, les alcooliques, enfin bref. Hadès fait des paris en tout genre. Certains pour aider les gens à sortir de problèmes, d'autres fois non, mais ça on le découvre au fil du récit. Le fait est que là, au début, elle ne sait pas que c'est Hadès, après, elle le découvre, et seulement il a parlé avec elle. Il lui a fait le pari qu'elle allait créer de la vie en enfer. Et s'il ne crée pas de la vie en enfer, elle lui appartiendra. Très facile, la vie en enfer, c'est déjà très facile à faire, hein. Surtout quand on s'appelle Perséphone et qu'on fait mourir les fleurs quand on les touche avec ses doigts. Donc Perséphone, elle ne sait pas trop comment elle va faire. Je vous en dis pas plus, c'est un tome 3. Moi je trouve que niveau mythologie, on est très très présent. Plus on avance dans la saga, plus je trouve qu'on découvre des nouveaux dieux. Là dans le tome 3, on voit vraiment Zeus, on mange avec Zeus, il y a Athéna, Héra, bon Aphrodite on l'a déjà vu depuis longtemps, Hermès, Hadès, Thanatos. Plus on avance, plus la mythologie se développe. C'est vrai que dans le premier tome, les premiers chapitres, Nina disait, parce qu'elle avait commencé, qu'elle avait l'impression d'être dans une romance d'universitaire. C'est vrai, il y avait moins de touches de mythologie grecque. Mais plus on avance, plus on a des histoires liées à la mythologie grecque, et plus on a des dieux liés à tout ça, avec chacun leur pouvoir. Moi en tout cas c'est une saga coup de cœur, et j'ai vraiment hâte que le tome 4 sorte. Je le dis parce qu'on est plusieurs, quand on a lu la saga, et quand on est arrivé au tome 3, vers la fin du tome 3, à se dire, mais c'est pas possible, ça ne peut pas finir comme ça, il reste que quelques pages et tout. Et en effet, on finit sur un cliffhanger. Il y a un tome 4. Il y a un tome 4 qui est prévu pour 2023 en anglais. La manière dont l'a vendu Hugo, on avait l'impression que c'était une trilogie. Alors que non, il y a encore un tome 4 au minimum. Et en plus de ça, il y a une série dérivée, ça je le savais, qui est du point de vue d'Hadès. Parce que là, on se concentre sur Perséphone. Mais Hadès a toute une arc aussi à lui dans sa propre trilogie. En tout cas, pour l'instant, ça va être une trilogie. Les 2 premiers tomes sont sortis. Et je ne sais plus si c'est en 2023 ou 2024 que son tome à lui est prévu. Mais en tout cas, il y a un tome 3 de Hadès qui est prévu et un tome 4 de Hadès et Perséphone. Pour ceux qui ne le sauraient pas et qui voudraient se lancer dans la saga, elle n'est donc pas terminée. J'ai oublié de préciser, les 2 premiers, Hadès et Perséphone, tome 3 et My Favorite Half Night Stand, c'est tous les 2 chez Hugo. Et d'ailleurs, c'est tous les 2 chez Hugo New Romance. Précision faite. Ensuite, je me suis pris La Guilde des Ombres, tome 1.1 d'Anatrice, chez les éditions Plume Blanche. Regardez comme il est magnifique. Je suis toujours autant amoureuse de ses couvertures. Et alors, ne parlons même pas de l'histoire, parce qu'en fait, si je l'ai pris, c'est qu'à la base, j'ai commencé la saga vers le mois de mars ou avril en e-book. Et dès que j'ai fini le premier tome, celui-là en e-book, j'ai dit, il faut que je me les achète.
c'est une saga coup de cœur, et quand c'est des sagas coup de cœur comme ça, je veux les e-books, je veux les livres. Mais j'ai d'abord acheté le tome 2.2, le tome 2.1 et le tome 2.2 pour pouvoir enchaîner la suite, et après j'ai acheté le tome 1.1 et le mois d'après le tome 1.2. Là, les mots-clés, dark fantasy, dragon, combat, politique, enfin oui, politique. Pour le premier tome, on peut aussi dire école d'assassins. Pour les tomes suivants, pas pour le tome 1 vraiment, mais pour les tomes suivants, il y a de l'amour, même si c'est vraiment pas la priorité. Hein. Il y a vraiment plein de mots-clés. Dans cette fantaisie, on suit Panama, qui est une jeune humaine. Tout ce qu'il y a normalement de plus banal, dans un monde de fantaisie complètement inventé, mais Panama possède un don de mort. C'est-à-dire que quand elle touche quelqu'un, elle peut le tuer ou l'endormir de différentes façons. Hein. Elle peut faire que son cerveau arrête d'être irrigué, ou son cœur, ou son foie, ou ses poumons. Bref, Panama a ce don. Et elle va devenir orpheline avec son frère. Son oncle va garder son petit frère, mais il est effrayé par Panama parce qu'il sait qu'elle a un don de mort, et il la place dans un orphelinat à Clepsydre. Et là, un jour, débarquent deux individus. Géris, qui est fournaise, un des chefs de la guilde des ombres, un des deux chefs, et son haut maître, faucheur, Camar. Ils viennent lui proposer de rejoindre la guilde des ombres, qui est une guilde d'assassins, qui sont formés depuis leur plus jeune âge, et dans certains, ils sont même nés dans la guilde, hein, comme Camar. Et en général, c'est par contre des elfides qui sont dans cette guilde. Donc on va suivre Panama pendant son apprentissage au milieu de ces elfides. On a un petit peu un conflit, parce que les elfides, ils n'aiment pas trop les humains, la plupart d'entre eux, vous imaginez bien. Elle est la seule humaine là-dedans, mais elle possède un don. Et normalement, les humains ne possèdent pas de don. Ce sont que les elfides qui possèdent des dons. Et c'est pour ça qu'on lui propose de rejoindre la guilde des ombres, d'autant plus que la guilde des ombres vénère la mère de la mort. Vous avez la déesse de la vie, la déesse de la mort, et ils vénèrent les déesses, surtout celle de la mort. Ils travaillent et font le serment sur la déesse de la mort, et très vite, ils expliquent à Panama qu'elle est la descendante en personne de la déesse de la mort. Sur des millénaires et des millénaires, hein, mais il y a un jour, et bien la déesse de la mort, pouf, elle s'est accouplée avec un humain, et ça a donné des descendantes. Sa maman, elle-même, mais c'est la première humaine à avoir un don actif de mort. Du coup, elle intègre la guilde afin d'apprendre à assassiner de mille et une façons, les empoisonnements, des combats, utiliser des armes, bref, vous voyez le topo. C'est un peu comme Nevernight tome 1 au niveau de l'école. Et à quelque part, ça fait penser à Harry Potter dans le système d'apprentissage. On n'est pas du tout sur du Harry Potter, hein, que ce soit dans Nevernight ou là, mais c'est pour dire que les premiers tomes de ces univers font très école, comme la découverte d'Harry Potter. Mais ça s'arrête là. C'est une dark fantasy, comme je l'ai dit. Ça veut dire que c'est un récit mature qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Bon, les adolescents de nos jours, ils ont à peu près tout lu, hein, déjà, ils connaissent tout. Mais quand même, ça reste... il y a des scènes de bataille, il y a des scènes de sexe, il y a des scènes de non-consentement ou limite. Il y a des scènes de violence aussi, il y a des scènes de sang. Hein, clairement, à un moment donné, vous avez une scène avec Belladone, qui est la maîtresse des poisons. Elle connaît tout le corps humain, qui plus est, parce qu'elle a un don elle-même vis-à-vis du corps humain. Et elle explique tel poison, voilà, elle sort les organes devant les élèves. Elle sort un morceau de cerveau, elle sort les poumons, elle sort le cœur, elle leur fait passer le truc. Voilà, en disant quel poison va faire tel effet sur tel organe. Voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a des scènes quand même où il faut s'accrocher. Il y a aussi de la violence animale. Alors, elle n'est pas gratuite, je tiens à le dire, parce que des fois vous avez des récits où on va tuer un animal et la scène n'aurait pas d'intérêt. Là, en l'occurrence, ce genre de scène a un intérêt pour Panama, pour le récit. Mais c'est des scènes dures à passer. Franchement, la scène des animaux, c'est dans les premières pages et j'avais un petit peu mes larmes aux yeux, je dois l'avouer. Donc, c'est un récit mature. Il faut savoir que voilà, on est un peu comme dans Nevernight. Même un peu plus poussé que Nevernight, moi je dirais quand même. Mais franchement, moi j'adore cette saga. Franchement,
c'est un coup de cœur. Là, je suis sur le 2.2, j'ai le 3.1 et le 3.2 qui m'attendent gentiment parce que j'ai pris le pack plume blanche, comme vous avez vu dans une vidéo précédente. Je peux que vous le recommander. Là, dans cette fantaisie, vous avez des humains avec différentes castes et guildes. Vous avez des elfides, vous avez des elfes. Oui, il y a une différence entre les deux, je ne dis pas laquelle. Des dragons, vous avez des nains, vous avez des dieux et des déesses, voilà, comme la déesse de la vie, la déesse de la mort, mais vous avez aussi des autres sortes de déesses qu'on appelle les dryades. Vous avez encore, à un moment donné, on nous parle dans les tomes précédents d'une fée. Bref, vous avez énormément de créatures. Le world building est incroyable. C'est pas une histoire d'amour. Vous avez un petit peu d'amour dès le tome 2. Vous en avez un petit peu dans le tome 3, dans le tome 2, dans le tome 1.2 et dans la suite. Mais c'est vraiment pas ce qui domine. C'est vraiment les conflits politiques, la guerre. Les personnages sont ni blancs ni noirs. Ils sont morality grey. Très souvent, il y a des personnages qu'on déteste. Clairement, moi, jusqu'à récemment, il y a un personnage que je détestais, un personnage féminin. Mais plus on avance dans le récit, plus elle me fait de la peine, en fait. Elle a souffert dans le passé, elle continue de souffrir. Voilà, il y a un autre personnage masculin qu'on aime détester. Voilà, moi, j'aimerais bien avoir une rédemption pour lui, mais je pense que ce serait clairement pas le cas. Il va faire des trucs hyper horribles, mais tout d'un coup, il va avoir un truc, un petit détail qui fait qu'on va se dire il est quand même pas si insensible, mais quand même il n'en est pas loin. Bref, il y a énormément de choses et le world building est incroyable, tout est incroyable dans cette saga. Moi je peux que vous la conseiller. J'arrête pas de vous en parler ces derniers temps parce que j'arrête pas de recevoir des tomes, mais c'est la vérité, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ensuite j'ai pris en français le tome Dieu du sang et la cendre, qui est donc un royaume de chair et de feu, de Jennifer Larmont-Trucci, de Saxus, magnifique édition qu'on a vu passer un petit peu partout, bien sûr. Je vous la montre quand même. L'intérieur est aussi très joli. Avec sur le devant, très très belle édition. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau de l'édition. Ah, mais il n'y a rien derrière. Et vous avez aussi bien sûr une carte. Dans le tome 1 du sang et la cendre, nous suivons Poppy, qui est une jeune humaine, qui est en fait la pucelle. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit en français. Et Poppy est élevée depuis qu'elle est petite fille, depuis qu'il y a eu un accident, que ses parents sont décédés, et qu'elle-même a été défigurée par une attaque de créatures. Elle est élevée par la reine des royaumes de Solis, et par des proches de la reine de Solis, un duc et une duchesse. Ça fait quelques années qu'elle est avec le duc et la duchesse, et en fait Poppy est promise à faire une ascension. Les gens nobles du peuple font l'ascension. Lorsqu'ils font l'ascension, ils sont alors transformés en créatures pratiquement immortelles, pas loin. Clairement, c'est des sortes de vampires, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait l'ascension, ils ne sortent plus le jour. Ils craignent le jour peut les brûler. Clairement, ils ont les yeux différents aussi. Ils ont une force différente, ils sont froids. Et Poppy qui a un don, elle peut cerner les émotions des gens. Avec les gens qui ont fait l'ascension, elle ne ressent rien, c'est comme s'ils n'existaient pas, comme s'il n'y avait personne en face d'elle. Poppy est vouée à faire une ascension, mais elle sait qu'elle ne va pas faire une ascension comme les autres nobles. Elle doit faire une ascension spéciale parce qu'elle est différente des autres gens autour d'elle. Elle est censée apporter quelque chose au royaume de Solis qui va permettre d'évoluer et de battre peut-être le peuple d'Atlantide. D'Atlantide, les ennemis. C'est un peuple qui suce le sang des êtres humains. Quand ils sucent le sang des êtres humains, ça les transforme en des monstres. On peut appeler ça mi-zombie, mi-vampire, c'est un peu entre les deux. Bref, Poppy elle voulait faire cette ascension, mais du coup, elle doit être différente de tout le monde, comme elle va faire une ascension différente. Elle n'a pas le droit de parler à qui elle veut,
Il n'y a qu'une dizaine de personnes qui lui parlent en tout et pour tout. Elle n'a pas le droit de faire voir son visage à part ses deux gardes, le duc et la duchesse, et à sa dame de compagnie. Elle n'a pas le droit d'être touchée, à part par sa dame de compagnie et deux, trois autres personnes. Elle n'a pas le droit, bien sûr, d'embrasser qui que ce soit. Elle n'a pas le droit de faire du cheval, de sortir toute seule à gauche et à droite. Elle n'a pas le droit de lire de livres, sauf ce qui est sur l'histoire du royaume. Donc, elle ne va pas aller lire d'histoire d'amour ou quoi que ce soit. Bref, Poppy est enfermée dans un cocon. Or, Poppy est une jeune femme et elle a envie de vivre. Et on découvre très vite qu'elle a envie de vivre. Depuis toutes ces années où elle est enfermée dans son cocon, elle arrive subtilement à faire des petites choses, à sortir parfois. Un de ses gardes l'aide à faire quelque chose, je ne vais pas vous dire quoi. On découvre, voilà, Poppy arrive un petit peu à tricher. Et dès le début du livre, elle va tricher en allant dans un endroit qu'elle n'a jamais été, une espèce de bar qui sert autant au jeu à boire qu'au jeu d'argent, qu'à aller s'envoyer en l'air. Vous avez la pucelle qui arrive là-dedans. Et à un moment donné, elle va rencontrer un des gardes royaux qui est présent au palais, qui s'appelle Hawke, parce qu'elle va devoir se cacher, parce que son garde personnel entre dans la pièce, dans le bar, et elle dit à une dame qui l'avait reconnue, mais qui lui a dit « je ne dirai rien que c'est vous ». Elle lui dit « il faut que je me cache ». Elle lui dit « elle est dans telle chambre, il n'y a personne ». Sauf que il y avait quelqu'un, il y avait Hawke dans cette chambre. Alors bon, Poppy se rassure, elle est déguisée. C'est-à-dire qu'elle a volé la cape d'une domestique pour sortir et elle a mis un masque pour se cacher. Comme ça, on ne sait pas que c'est la pucelle. Sauf que Hawke croit que c'est la fameuse domestique parce qu'il la connaît, la domestique à qui elle a volé la cape. Donc Hawke et elle vont commencer à s'embrasser et vite, très vite, Hawke va lui dire « t'es pas la domestique, t'embrasses pas de la même manière et tout ». Poppy va se laisser aller avec lui, voilà, donc je vous ai dit, elle aime faire des expériences, et puis Hawke va disparaître. Il est appelé par un autre garde, il dit « je reviens tout de suite ». Poppy, elle prend peur, elle s'enfuit. Elle s'enfuit, les jours passent, et puis malheureusement, un jour, on lui attribue Hawke comme garde. Et une bonne partie du livre, au début, ça va être Poppy a les chocottes, Poppy a parlé avec Hawke. Alors elle était masquée, mais elle lui a parlé. Si elle doit un jour parler à Hawke, qui est son nouveau garde, il risque de la reconnaître. Est-ce qu'il va aller la dénoncer au duc et à la duchesse? Elle sera alors punie. Il y a tout ça. Et après, il y a beaucoup plus. C'est clairement une romance, une romantécie. Hein, on ne va pas se le cacher, Poppy, Castel, c'est annoncé dès le résumé du tome 1. Ça, c'est le tome 2. Je ne vous résumerai pas le tome 2, ni ce qui se passe dès le milieu du tome et sur la fin du tome 1, mais c'est une saga pépite pour moi. Coup de cœur. Pour moi, c'était une relecture en plus, parce que je l'ai lu en VO. Je suis à jour dans la saga en VO actuellement. J'ai lu jusqu'au tome 4 et j'ai lu le premier spin-off Shadow in the Amber. Je sais jamais, je confonds avec un autre titre. Mais bref, j'ai lu la saga spin-off. J'attends justement le deuxième tome de la saga spin-off en VO. Toujours chez De Saxus, toujours au mois de juillet, je me suis pris Nevernight, le tome 3 de J. Christophe. Lui aussi, il est de toute beauté. Lui aussi, c'est une sacrée brique. Et lui aussi, il est lu. Pas mal des livres qui sont là ont d'ailleurs été lus. Il est tout aussi magnifique. Regardez-moi ça. N'est-il pas trop beau? C'est vraiment des livres de toute beauté. Et alors là, vous avez aussi en plus une carte. J'en avais pas qu'une d'ailleurs. Hein. Dans ce tome 3, je crois qu'il y a 3 cartes, si je ne me trompe pas. Il y en a une carte, 2 cartes, 3 cartes. Dans Nevernight, moi je dis quand même que c'est une fantaisie adulte, hein, quand même assez dark je trouve, parce que c'est une saga où vous avez du sang, vous avez de la violence, des batailles, du sexe, un langage vulgaire aussi. Dans le premier tome de Nevernight, là c'est le tome 3, mais je ne vais pas vous résumer le tome 3, on suit Mia, qui est une adolescente qui veut venger la mort de sa familia. Elle a 3 cibles en vue, 3 cibles très haut placées dans le gouvernement, et elle s'entraîne depuis qu'elle est petite fille, depuis la mort de ses parents, avec un
Mercutio, son bienfaiteur, pour intégrer un jour la guilde des assassins, qui est l'Église Rouge, si je me rappelle bien. Ça fait 1 an que j'ai lu le premier tome, mais oui, c'est l'Église Rouge, me semble-t-il. Cette Église Rouge voue un culte à la mort. Ça vous rappelle quelque chose? Coucou la guilde! Et forme des jeunes pour devenir des assassins professionnels. Pareil, comme dans la guilde, on vous apprend à vous battre. D'abord, on vous apprend à être sportif, à vous battre, à main nue, avec des armes, à connaître les poisons, à savoir séduire, bref, à être un assassin hors pair. Ça, c'est le tome 1. Après, il y a le tome 2 et il y a le tome 3. Il se passe plein de choses, mais je ne peux pas trop vous raconter. Parce que voilà, c'est un tome 3, mais lui aussi, il est lu, et lui aussi, c'est un joli coup de cœur. Un petit peu en dessous que du tome 2. Le tome 2, je lui ai mis 20 sur 20. Celui-là, je lui ai mis 19 sur 20. Mais voilà, je vous en reparlerai de toute façon en idée de lecture, un de ces jours. Mais ça a été vraiment un très bon moment de lecture pour moi. Après, je me suis pris pour le challenge de Nina cet été et pour le challenge de cours d'été de Les Pépites de Gladys, The Christmas Pig de J.K. Rowling, qui me faisait très envie depuis sa sortie l'hiver passé. Il est en VO, il est tout beau. Je l'ai pris en VO parce que il est en relié et qu'en français, il me semble qu'ils ne l'ont pas fait en relié, pas du tout. Et en plus, en français, il n'y a que cette couverture. Alors que vous verrez dessous, le relié est magnifique. Les enfants l'avaient vu au travail, aux fêtes de fin d'année l'année passée, on l'avait regardé ensemble et ils étaient déçus. Ils avaient vu la version VF et la version VO, ils auraient bien voulu que je l'achète, mais en VO, enfin, ils m'ont dit que la version française, elle est tellement moins jolie que la version anglaise, c'est trop dommage. Donc le voilà, absolument adorable cette version. Et voilà comment il est dessous. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop joli, tous ces petits sapins, ces petits flocons, ces petites cloches de Noël, bref, on est tout à fait dans l'ambiance des fêtes. Et alors, en plus, ce roman, sa force, c'est qu'il est illustré. Laquelle je peux vous trouver qui est sympathique. Tiens, celle-là, elle a l'air sympa. Voilà. Il est illustré. Chaque chapitre est une illustration. Il me semble que chaque chapitre, de mémoire, c'est chaque chapitre. Ou chaque catégorie, parce qu'il est divisé en catégories, partie 4, partie 5, etc. Oui, c'est les parties qui ont des illustrations, mais il y en a plus d'une dizaine, et elles sont toutes adorables. Voilà. Juste dommage qu'elles soient en noir et blanc, mais bon, on ne peut pas tout demander. Hein. Dans le cochon de Noël, je crois que ça s'appelle comme ça en français, on suit un petit garçon qui s'appelle Jack, qui a perdu son cochon. Bon, son cochon Doudou. Et on est à la veille de Noël, donc le 24 au soir. Et Jack va partir avec un autre jouet à la recherche de son Doudou dans le monde des objets perdus. Donc vraiment, le monde des objets perdus, vous allez trouver, ils vont rencontrer une boucle d'oreille, ils vont rencontrer une montre, ils vont rencontrer d'autres jouets, des bonbons, enfin ils peuvent rencontrer tout et n'importe quoi. C'est un petit jeunesse fantastique. Clairement, oui, c'est du fantastique. On est sur la nuit de Noël, c'est une nuit magique et lors de la nuit magique, on peut passer dans le monde des objets trouvés accompagnés d'un jouet, enfin d'un objet. C'est ce que fait Jack. Par contre, il faut qu'il soit rentré le 24 à minuit 59. Il me semble que c'est le 24 à minuit 59. Donc, il n'a que 3 ou 4 heures depuis le moment où il se couche pour trouver son cochon. Alors, bien sûr, le temps est différent hein, dans le monde des objets perdus. Je crois qu'une heure, c'est une journée, quelque chose comme ça. C'est vraiment une chouette histoire. Comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai lu pour le challenge cours d'été et le challenge été glacé de Nina. Ça, il est déjà lu aussi. Franchement, c'était une lecture doudou. J'avais vraiment peur parce que j'avais pas aimé spécialement Ichabod, mais là, j'ai retrouvé la plume de J.K. que j'avais adorée avec Harry Potter. C'est vraiment une petite lecture que je vous conseille pour les fêtes de Noël et avec les enfants. Je vous en reparlerai. Lui, j'ai dû vous en parler. Est-ce que j'ai fait ma vidéo sur le challenge cours d'été? Je ne sais plus.
soit je l'ai fait, soit je vous en parlerai le jour où je ferai la vidéo cours d'été. Hein, mais très bonne lecture, moi je vous le conseille. Et ça c'est chez, comme c'est en anglais, je ne sais plus, Little Brown Books for Young Readers, la maison d'édition. Et finalement, le dernier livre de ce book haul, The Darkening de Sunya Mara. Magnifique édition qui est donc le livre de la Fairyloot pour le mois de juillet. Toujours très magnifique. Et vous avez des prix de G's bleu avec là des espèces de feuilles. Moi c'est ça, des espèces de feuilles, oui. L'objet du livre en lui-même est encore une fois très très beau. Et voilà. Avec deux personnages ici. Et je crois qu'ils sont différents de l'autre côté. Oui, voilà, différents. Voilà. Il est bien sûr dédicacé par l'autrice. Toujours des très très jolies éditions avec les Fairyloot. Alors, dans ce récit, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Alors lui, je ne l'ai pas encore lu. Pour l'instant, sur les Fairyloot que j'ai reçus, j'ai lu 2 livres. J'ai lu Twin Crowns, qui va sortir en VF. Il faut que je vous fasse la review absolument avant que ça sorte en VF. Je crois que ça sort en janvier ou en février, qui était le 2e livre de la box de juin, me semble-t-il, parce qu'il y avait 2 livres, un relié et un broché. Donc ça, c'était le broché. Et j'ai lu dernièrement Violet Mead Towns, qui lui était un relié, celui de août, si je ne vous dis pas de bêtises, ou alors de juin, je ne sais plus. Mais j'en ai déjà lu 2. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Alors là, les mots-clés, on nous dit Young Adult, Aventure, Fantasy. Et alors, le résumé. Le prince d'Alka était né pour un but, de protéger sa maison de la tempête, une force mortelle qui entoure sa cité et qui maudit tout le monde qui la touche. Vesperval est la fille d'un révolutionnaire qui est tombé, ouais, en disgrâce, je pense. Depuis que la reine a donné comme sentence la mort de sa mère par la tempête. Elle et son père n'ont pas arrêté de courir. Ils se cachent, quoi. Quand les soldats de la reine, guidés par le prince d'Alka, attrapent le père de Vesper, elle va faire tout ce qu'elle peut pour le sauver, pour qu'il n'ait pas le même sort que sa mère, tout simplement. Elle s'arme elle-même avec le livre de son père, un livre de dangereuse magie expérimentale. Elle infiltre même l'élite du prince, des soldats sorciers, et elle se fait même une place dans son cœur froid. Mais quand Vesper apprend qu'il y a plus à l'histoire de sa mère et de la mort de sa mère, et que sa maison est en péril, elle doit faire un petit choix. Croire le prince Devious Prince, le prince maléfique quelque part, avec ses secrets de famille, ou suivre les pas de sa mère dans la tempête. Voilà, je l'ai traduit juste à l'instant, donc c'est plus facile pour moi quand je lis en anglais. Je sais ce que je lis dans ma tête, mais c'est plus dur pour moi de le traduire en voix haute en fait. Ça a l'air aussi bien sympa. J'ai hâte de le lire, comme pratiquement tous les livres de Fairyloot. Seulement, si je lis déjà un livre en anglais par mois, c'est déjà pas mal. Et là, je suis en train de conclure Kelleana en anglais. Donc, et voilà, on a terminé avec ce book haul. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire pour me dire si certains des livres vous font envie, si vous les avez déjà lus. Même un petit smiley, hein, ça suffit et ça permet d'avoir des statistiques en plus. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous,
comme on dit tous, c'est ainsi qu'on arrive à se faire connaître, à avoir plus de gens. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!